Bonjour, monsieur Bonjour. Mamoun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais commencer par la jeunesse du film. Donc, comment est-il né? Donc, j'ai lu qu'au début, vous étiez censé réaliser un reportage sur le groupe Nasser Virouane. Et puis finalement, ce qu'on voit à l'écran, c'est tout autre chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Isa Gelini, qui connaissait qui était aussi très intéressé par Nasser Riwan, et depuis mon premier film, Aliam Aliam, où il y avait la chanson d'ouverture, c'était Nasser Riwan, euh, et, euh, et donc à un moment, elle a voulu faire une captation d'un concert, en fait. Voilà. Moi, par ailleurs, j'avais aussi un réel intérêt pour le groupe, pour le phénomène Nasri One et pour le théâtre de Taïeb Saddiqui, en fait, qui les a. C'était la nurserie, en fait, de tous ces jeunes du quartier Haï Mohammadi, un quartier euh, de prolétaires très très populaires et Taïb Seddiqui qui a un visionnaire, en fait il a créé une troupe de théâtre qui s'appelle le théâtre des gens, Masrah Nas, et il a eu quand je dis visionnaire, il a eu cette idée de faire appel à des jeunes intéressé par le théâtre, mais pas forcément dans les conservatoires, etc., quelque chose d'institutionnalisé. Euh, donc dans ces quartiers-là. Et, euh, et ce qui est génial, c'est que ces jeunes venaient chargés de toute leur culture, de ce qu'ils ont appris, euh, dans, de ce qu'ils ont la culture qui les a allaités presque dans le sein de leur De leur mère. mère. Et, et ils ont apporté ça donc dans le groupe de cette troupe-là. Et, euh, et le théâtre de Taïb Sederi était un mélange de comédie musicale, euh, et surtout qui donnait la part belle à, à la culture populaire et à ces grands poètes qui sont des icônes en fait de la culture marocaine qui, enfin, là où il a puisé en fait tout son répertoire. Euh, et donc, dans cette troupe-là, il y avait des individualités qui ont émergé. Et en fait, c'est les futurs Nasser Riwan et c'est les futurs euh, vedettes de la scène musicale marocaine qui étaient au départ seulement destinés à être des membres d'une troupe de théâtre et à jouer la comédie et à chanter. Et moi, j'étais très, très intéressé par cela et j'avais commencé à réfléchir et à prendre des notes et à écrire une comédie musicale. Et Ah en oui. fait, bon, ça ne s'est pas fait. Et quand Isa Genini m'a proposé de faire cette captation, je lui ai tout de suite répondu, mais c'est pas suffisant. C'est tellement ce phénomène, Nasser Riwan, toute cette, cette expérience qui était unique en fait. Parce que la One, c'est, euh, c'est parti comme je vous dis, d'un endroit très populaire, très modeste, qui est le Haï Mohammadi. Et ils ont été transplantés au théâtre grâce à euh, à cette fée magique qui est Taïb Saddiqui, et ils ont atteint en fait une renommée sur tout le monde arabe, de Casablanca à Bagdad. Ils étaient des énormes vedettes. Et Isa a été convaincu évidemment
par cela et en toute inconscience, elle s'est plongée dans cette aventure. Et donc voilà, ça c'est comment ça a commencé cette belle aventure avec Nassir Rouad. Oui, mais et en fait, je pense qu'on retrouve un peu la jeunesse du film dans la manière même dont le film est tourné. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que donc on part donc les premières images, c'est effectivement la captation d'un concert, mais avec en fait un jeu de plans, de focale et de montage qui est presque une leçon de cinéma dans les premières déjà 8 minutes du film. Et puis on part de la scène pour aller vers leur quartier. Et en fait, je dirais que plus vous ne filmez pas que des musiciens en train de jouer, mais c'est comme si vous filmiez en fait le processus de création d'un matériau musical. Et qui est en fait fortement, je dirais, enraciné donc, dans ce quartier de Casablanca, Mohamed, et qui avait ce quartier-là aussi une histoire déjà de résistance depuis en fait l'époque, la fin de la période coloniale. Et puis dans ces années-là aussi, je pense que c'est important aussi de l'évoquer. Ce sont aussi les années de plomb au Maroc. Donc peut-être que aussi disons que la force de cette musique de Nassel Virouane, ils ont vraiment réussi en fait à capter, donc à la fois donc à puiser dans un répertoire qui était beaucoup plus ancien, mais aussi à capter les frustrations et le mal de vivre de tout un peuple, surtout d'une jeunesse qui vivait une réalité très dure à l'époque. Oui, 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 tout à fait. Le phénomène Nassir Rouad est explicable par tout cela. En fait, tous les ingrédients sont là. Il a suffi, je vous dis, de la baguette magique de Taïb Saddiqi, il a suffi du talent, parce que quand même, ils sont talentueux. Il a suffi aussi de tout ce stock, de tous ces trésors de culture orale, de culture populaire. Comme il l'explique à un moment, ils avaient honte de venir avec ça, sachant que ce n'était pas, ce n'était pas ce qui était présentable. Ils n'étaient pas présentables. Ils avaient cette énorme richesse, mais ils avaient honte, c'était pas présentable. Et grâce à Taïeb Saddiqi, ils se sont métamorphosés. Et en fait, cette métamorphose, je dirais même cette transfiguration, sans jeu de mots, avec trans, c'est ce qui m'a intéressé en fait. D'où la première séquence. La première séquence qui est vraiment sur l'effet de Nassir Rouad sur le public, sur le jeune public. Et c'est ça l'explication du phénomène. Et après, je me concentre à partir de cet effet-là qui est donc visible à l'œil nu, qu'on suit, dans lequel on rentre avec le rythme, avec la musique, et à partir de là, aller débusquer d'où vient cette métamorphose. Qu'est-ce qui fait que des jeunes tout à fait qui sont restés d'ailleurs eux-mêmes, hein, ils ne changent pas, ils sont égaux à eux-mêmes dans des endroits totalement divers, mais en même temps capables de cette métamorphose, de cette transfiguration sur scène. Et c'est ce chemin vers comment dire, montrer réellement cette métamorphose qui constitue la substance en réalité de trans. Oui, absolument. Et je dirais vraiment cette transfiguration, on la voit à l'écran parce que vous partez de quelque chose qui est extrêmement immanent, donc le moment là où la musique se joue, mais à travers cette musique, c'est comme si on arrivait à atteindre une dimension autre, très profonde. Et donc c'est et il y a cette transfiguration qu'on voit à la fois dans les musiciens en train de jouer et dans le public. Et pour ça, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, on sort de toute
comment dire, je dirais, facilité dans la manière de les filmer, parce que par exemple, au début, vous ne filmez pas leurs mains. Quand on voit, par exemple, souvent, je parle des reportages sur des groupes musicaux, donc on voit toujours les mains de l'artiste qui joue. Et là, en fait, non, c'est plutôt leurs expressions, et vous arrivez à filmer l'émotion. Et à travers l'émotion, cette forme de transfiguration et donc qui est aussi un peu la nature de cette musique, qui fait la spécificité de cette musique, donc transfiguration qui devient trans. Et je dirais que par là, vous accédez aussi à une transfiguration ultérieure qui est celle qui va puiser dans l'histoire. Parce qu'à un moment, vous faites une jonction d'images. Donc il y a le raccord sonore où il y a donc les images de la trance musicale pendant le concert, et il y a les images après d'archives. Donc trance, et ce sont des images des funérailles du roi Mohamed V, c'est ça? Oui, absolument. Ce qui m'intéressait, en fait, qui a été, disons, la ligne directrice, c'est débusquer les choses qui peuvent montrer qu'est-ce que c'est que devenir, qu'est-ce que c'est que représenter représenter toutes les aspirations d'une jeunesse, d'identité, de rébellion, et surtout comme vous l'avez dit, dans un contexte politique bien précis et quelque part liberticide, mais en même temps avec cette comment dire, ils ont osé dire des choses grâce évidemment au texte puisé soit dans la tradition orale, soit chez ces poètes qui sont les icônes de la culture marocaine, et de dire des choses qui sont apparemment, quand on les lit comme ça sur une page, c'est quelque chose de très poétique, de aller situer à un degré très très éloigné de la réalité, mais la jeunesse a compris en une fraction de seconde que c'était de leur propre vie qu'ils parlaient. Et ils ont compris les métaphores, ils ont compris les différents degrés de sens. C'était vraiment une appropriation des deux, quoi, en fait. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils exprimaient les vraies aspirations du peuple, et des jeunes en particulier. La deuxième chose qui m'intéressait aussi, c'est le phénomène de trance, éminemment marocain dans son expression. Parce que si vous faites une coupe transversale de la société marocaine, vous trouvez ce phénomène présent partout. Il est présent à un niveau mystique, thérapeutique, et avec toute son histoire, un des vecteurs importants de la transe mystique ou thérapeutique, c'est la musique des Gnawa, une musique d'anciens esclaves qui en fait c'est notre blues en réalité. Et en même temps, il y a la coloration laïque de tout simplement, on est bien, on a envie que notre âme entre en vibration quelque part avec notre corps. Et puis aussi la transe sociale où tout un peuple s'exprime à un moment donné de l'histoire, et
il y en a énormément dans l'histoire du Maroc. J'ai choisi les funérailles du roi Mohammed V, qui ont été un moment, ce moment-là aussi, de transe sociale. Et donc, dans tout le film, il y a ces différentes transes qui sont abordées, qui sont illustrées, où les sens s'additionnent pour arriver à quelque chose d'intéressant. Et tout cela, dans le seul but, c'est d'avoir la même émotion que j'ai moi au visage Nini ou n'importe quel Marocain par rapport à la musique de Nassel Riwan, et d'être fidèle à ma propre émotion et de la partager avec le public et en même temps de donner à voir qu'est-ce que c'est qu'être marocain en fait, sans discours savant ou que sais-je. Voilà, et d'y mettre le maximum de richesse, cette richesse-là, sans laquelle tout discours ne serait que fonctionnel, quoi. Il y a un message X, ça ne m'intéresse pas. Plus je mets de la richesse et que chacun se serve, mieux c'est pour moi. Voilà, c'est à ce niveau-là, fidélité, et puis aussi d'être, comment dire, d'avoir un sens aussi de témoignage par rapport d'être respectueux du talent, et ce talent, il vient avec sa culture, il vient avec son histoire, et on raconte le talent de l'Arbi Batma, le talent de Omar Sy, le talent de Abdelrahman Paka, le talent de Allali Ella, et par-dessus tout cette figure tutélaire qui est Boujma Hagour. C'est voilà, c'est toute l'entreprise en termes de cinéma, c'est cela. Et puis de donner à voir le plaisir aussi. En toute liberté. Je pense le secret que ça soit en toute liberté, c'est le secret de la longévité d'un film comme Trans. Même 3 générations plus tard, ça fonctionne. Ça fonctionne non seulement au Maroc, mais ça fonctionne aussi dans diverses cultures, divers publics. Mais peut-être parce que vous avez vraiment réussi à saisir cette émotion-là dont vous parlez. Donc c'est quelque chose qui va justement au-delà du temps, donc qui nous importe, nous aussi spectateurs d'aujourd'hui, dans cette forme de transe, mais justement qui a une profondeur et qui arrive à toucher quelque chose qui est à la fois très enraciné, mais au-delà du contexte profondément humain. Et donc qui arrive à parler au-delà des âges aussi et à travers l'espace peut-être. Et ce que vous disiez, je trouve que c'est très juste par rapport à en fait ce que vous arrivez à faire. C'est peut-être aussi une autre raison de la longévité du film, la manière dont vous arrivez justement à tresser le personnel et le collectif. Et donc la dimension biographique presque du groupe et des personnages des différentes figures à l'intérieur du groupe et toute l'histoire d'un peuple. Et ça on le voit et on voit comment en fait donc Nassel Riwan devient un personnage pluriel dans votre film, parce que je trouve aussi que vous ne filmez pas les différents composants du groupe de la même manière. C'est comme si vous arriviez à faire ressortir l'impression que l'émotion que chacun d'eux a produit sur vous et peut produire. Et vous arrivez à faire ça cinématographiquement, en fait, en les mettant dans des situations différentes et en les filmant de manière différente. Et est-ce que c'est le cas? Et est-ce que cela... Donc, est-ce que vous avez tourné sur en fait, un temps très long? Est-ce que vous êtes basé sur en fait une fréquentation donc
qui précédait le début du tournage. Comment cela s'est passé? Ben, vous avez raison de dire c'est vraiment comment dire très très individualisé comme approche parce que il y va de la confiance. J'avais la confiance de chacun des membres de Nassel Riwan, mais parce que j'avais une vraie connaissance de chacun, de leur personnalité, je dirais même de leurs obsessions, de leur intimité. Il m'avait donné leur confiance et je me devais d'être le plus au niveau de chacun, vraiment à leur regard pour leur demander ce qui était le plus juste et le plus vrai en eux. Parce que le but, c'est de les montrer vraiment comme ils sont. Et d'ailleurs, un des membres du groupe, c'est Omar Syed, qui est connu pour son humour dévastateur. Il est capable de faire couler n'importe quelle discussion sérieuse. On ne peut pas avoir une discussion sérieuse avec lui. Et après une projection de trance, il me regarde, mais vraiment avec son regard très, très, très perçant. C'est qu'il voit à travers vous, et il me dit « Eh ben mon salaud, tu as réussi à nous montrer tels que nous sommes. » Et j'ai trouvé ça vraiment un beau compliment en réalité. Parce que c'était ça le but, c'est de montrer que, vu du côté médiatique, c'est des énormes stars, c'est les Rolling Stones du monde arabe, comme dirait Martin Scorsese, mais en réalité, c'est des jeunes Marocains comme n'importe quel jeune Marocain. Ils ont cette culture comme la plupart des jeunes Marocains, et avec un petit plus qui est le talent, mais ils sont tellement vrais, tellement authentiques, tellement ils n'ont pas changé encore une fois, et ils sont restés eux-mêmes, et ça, il fallait que je le montre. Parce que ça, c'est le meilleur support pour aller un peu plus dans la connaissance du phénomène, encore une fois, de ce qui est marocain. Voilà. Donc, je pouvais leur demander, à un moment, j'avais cette confiance qu'ils ont bien voulu me donner, je pouvais leur demander n'importe quoi. Comme en plus, ce sont des comédiens à la base, ils auraient pu faire les choses selon mes demandes. Mais par cette règle d'or que je me fixe toujours, qui est la justesse, il ne fallait surtout pas que je passe sur un autre plan, que j'étais là pour Nassel Riwan, pas pour aller montrer comment dire, m'exprimer moi. Je m'exprimais suffisamment derrière, c'est en étant le plus effacé, le plus au service d'eux, que je m'exprime en réalité, et c'est mon émotion à moi qui passe chez le spectateur. Voilà. Mais ça encore, il n'y a jamais rien comme vous le disiez, de surplombant, au sens où vous n'avez pas de discours préconçu, pas de message, je veux dire. Ce n'est pas donc un documentaire informatif, mais c'est en fait vraiment faire accéder le public à quelque chose de profond et qui va presque au-delà de ce à quoi on s'attendrait au premier abord. Et pour faire ça, en fait, vous êtes très présent au niveau de l'écriture cinématographique, mais en même temps très effacé, parce que vous arrivez à faire ressortir quelque chose, à révéler, je dirais, quelque chose. Et dans ce sens-là, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que justement, il n'y a jamais
comment dire, c'est une révélation plutôt qu'une exposition. Parce qu'il y a une dimension vraiment de processus. C'est comme si à travers le film, en fait, le sens du film se construit au fur et à mesure. Donc, Oui, absolument, parce que bon, pour moi, c'est inintéressant d'appliquer à une espèce de démonstration sèche, un schéma de démonstration sèche qu'on comprend très vite et on se laisse guider par, soit par la voix du narrateur ou par des images montées de telle façon que on dit A plus B égale C pour n'importe quelle séquence. C'était pas ça du tout. C'était pas ça mon choix de narration et mon dispositif d'écriture documentaire, et qui est toujours, moi je n'ai jamais aimé en réalité les frontières entre documentaire, fiction, etc. C'est pour ça que Trans est quelque part une espèce d'ovni, puisque c'est et en même temps un film-concert, mais en même temps c'est un document sur une période, sur un mouvement culturel, et puis en même temps il y a des reconstitutions de fiction, enfin, et en même temps aussi, quelque part, c'est un travail, c'est une autre façon de montrer la résistance, de la montrer aller le côté le plus organique de la résistance, pas au niveau des slogans, parce que ça aurait été trahir en fait l'expression de Nassel Réouane. C'est pas des slogans. Ah non, surtout pas. Et c'est ça ce qui en fait la force, et c'est ça ce qui a fait qu'ils ont été acceptés même par ceux qui étaient censés les censurer. Oui. Et justement, je voudrais en fait puiser un peu plus sur ce que vous venez de dire à propos de la dimension, le côté organique de la résistance. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour vous et en quoi cela se manifeste concrètement? Ben, ça se manifeste par... en fait, c'est la... Comment dirais-je? Ceux qui n'ont pas le pouvoir, ceux qui sont ceux qui subissent la violence quotidienne, ceux qui subissent le manque de chance de pouvoir s'épanouir, etc., d'horizon, ceux qui sont les victimes, en général, ou peut-être avant les grandes révolutions, au quotidien, minute par minute, ils résistent. Sinon, ils disparaissent, puisqu'ils continuent de vivre. Et qu'est-ce qui les aide pour continuer de vivre et puis ils résistent. Ils restent d'une certaine façon justement, c'est de ça qu'on parle, mais en même temps, ils l'expriment. Ouais. Et ils l'expriment, et dès qu'on se met à chercher dans la culture orale, on n'a qu'à se pencher pour ramasser. Il y a énormément comment dire, d'expressions quotidienne qui est là pour démontrer que ces êtres qui sont des hommes et des femmes comme vous et moi, malgré je dis la violence, ont quelque part engendré une forme d'espoir dans la continuité. Et cette forme d'espoir ne pouvait exister et ne peut exister que parce que, organiquement, je veux dire, même dans chaque cellule, dans chaque
dans chaque goutte de sang qui coule dans les veines, apporter son lot ou se renforcer de cette forme de résistance. C'est pas, encore une fois, c'est pas des slogans, ce n'est pas aller abattre des Bastilles, quelqu'un, puisqu'ils n'ont pas les moyens, mais dans la vie de tous les jours, cette résistance, elle est là présente. Et pour notre chance, à nous qui regardons ça à travers les chansons de Nasriouane, les textes et les chansons, je voulais absolument qu'on l'écoute, qu'on les touche vraiment de près. Qu'est-ce que c'est que résister? Qu'est-ce que c'est que se rebeller intimement et résister intimement? Oui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'avais tout de suite pensé à votre film quand j'avais conçu le cycle, parce que mon idée, c'était vraiment d'essayer en fait, de creuser cette, je dirais, conception de la résistance qui est beaucoup plus, je dirais, à la fois profonde et en même temps, comment dire, plus organique, je trouve pas d'autres mots plus adaptés pour la définir, c'est-à-dire en fait qui est une manière d'être au monde et une manière d'être autrement en fait celle qui serait imposée du dehors, et donc qui n'est pas simplement, comme vous le disiez, un slogan de réaction, mais qui finit par être donc finalement rattrapé par l'instance à laquelle ce slogan s'oppose, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie, je dirais, d'une manière d'être, d'une manière de penser, et qui devient en fait, comment pouvoir exister humainement dans une situation qui voudrait en fait vous priver de tout. Donc je trouve en fait que ce que vous arrivez à faire dans le film, c'est justement de montrer la résistance comme manière d'être au monde. Oui, et puis c'est illustré même dans une petite séquence au début qui est où l'Arbi Batma propose, il a entendu, sa mère lui en a parlé, etc. Une chanson, on parle du pauvre et du riche, et les funérailles du riche, du puissant. C'est une illustration, mais vraiment pertinente de ce que nous venons d'aborder, oui, avec la réaction de Omar Sy, qui est toujours dans son rôle de celui qui détruit tout ce qui est sérieux, mais qui au fond est très très juste, qui lui dit non, c'est très bien là, cette chanson que tu me proposes, il y a juste un petit truc qui m'embête là. Et je dis quoi, qu'est-ce qui t'embête? Et dit tu me fais dormir tranquille, ce puissant, ce riche, pour moi il doit pas dormir tranquille. et ça en lui-même, c'est une forme de montrer comment on peut résister avec l'humour, second degré, etc. Voilà. Oui, et aussi, il y a une autre dimension de résistance dans le film, parce que je dirais que c'est un peu aussi une préoccupation que vous avez, je pense, incarnée dans vos autres films aussi, qui est celle de la transmission. Donc c'est aussi celle de vous arrivez, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en tant qu'historienne, vous arrivez en fait à transmettre une mémoire et par là à faire exister une histoire qui est autre je dirais de l'histoire officielle ou de l'histoire pouvoir royal marocain, et qui est mais qui fait partie en fait de l'histoire qui passe à travers, comme vous le disiez, qu'on reçoit quand on est à l'été, quand on est tout petit, et vous arrivez d'une certaine manière à transmettre cette histoire-là, je trouve. Je pense que c'est une des missions, enfin si jamais il y avait mission, mais disons, allez, quand on entreprend
de faire un travail cinématographique, c'est que quelque part, ça puisse transmettre quelque chose et que ça puisse être utile euh, à n'importe quel niveau. Pas que ça soit seulement un travail pour le divertissement ou le spectacle. Une fois que c'est terminé, on jette euh, voilà, pour la consommation, ou même le pire, ça serait genre consommation fast-food, quoi. Juste la durée de projection, et puis après c'est terminé. Euh, ça ne m'intéresse pas trop. Euh, pour moi, c'est important de documenter en réalité. Euh, Sérieusement, là, on va parler sérieux. C'est-à-dire de faire presque un travail d'ethnologue, de sociologue, comment dire, même d'archéologue, entrer, creuser une mine à l'intérieur de ce corps qui est le corps social et culturel et politique marocain, pour en retrouver tout ce qui est constitutif et comprendre. Voilà, ça c'est, disons, dit d'une manière qui se prend un petit peu au sérieux. Mais c'est quelque chose que, d'ailleurs, qui est presque inné chez moi depuis, je pense, ça a commencé, ça a trouvé son écho depuis les cours d'école de cinéma avec ce grand pédagogue qui était Guylain Cloquet, où on réfléchissait sur tous les dispositifs et les outils documentaires pour l'intitulé, c'était La culture du pauvre. Donc c'est une culture qui n'est évidemment pas quelque chose qu'on va trouver dans les bibliothèques, pas quelque chose qu'on va trouver dans les salons, pas quelque chose qui est à la mode. Et donc il faut aller vers ça. Pas quelque chose qu'on connaît, puisque par définition, on est des privilégiés. Et donc c'est comment se métamorphoser, comment en quelqu'un qui ne connaît pas pour aller vers la connaissance. Et tout de suite, ça m'a parlé tout de suite. Je me suis senti à l'aise dans le processus de prendre le chemin de la connaissance et d'avouer, d'avoir cette c'est pas un courage, mais juste cette réalité de dire je ne connais pas tout évidemment et je ne connais pas ce dont je vais parler. Et la première des politesses pour parler de quelque chose, c'est d'apprendre, c'est d'aller vers la connaissance pour gagner une légitimité et pour en parler. Et dans tout cela, en fait, c'est ce qui donne la valeur documentaire, la valeur dans document, la valeur de transmission et la valeur de ce qui reste et de ce qui est partagé, de ce qui va être partagé par la suite. Oui, et je dirais qu'en plus, le plus, pour moi, qui est un point de force, c'est par rapport au travail qu'un anthropologue, un ethnologue, un sociologue pourrait faire, c'est qu'en fait, vous arrivez, par votre manière de faire du cinéma, à la fois donc faire cette plongée dans un matériau qui vous est donc inconnu au début, mais en même temps, le regard n'est jamais un regard extérieur. Donc, alors que souvent, en fait, le regard du scientifique est quand même un regard extérieur, et donc il y a un discours qui est construit à partir, je dirais, d'un point de vue
qui est extérieur et donc qui objectivise. Alors que dans la beauté de votre approche, c'est que justement, il n'y a jamais cette objectivation. Donc, il y a une percée au niveau du sens et de la compréhension, mais avec un regard qui arrive à être de l'intérieur. Il n'y a jamais... Et je pense que là, c'est toute une question de distance et de regard. Et on revient à ce que vous disiez à propos de la justesse. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez à vous placer d'une manière à ne jamais être, je dirais, surplombant ou à ne jamais projeter un regard sur. Mais vous arrivez à faire ressortir quelque chose. Oui, d'avoir de tout, dans n'importe quelle séquence, dans n'importe quelle image tournée, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait presque ce dialogue, même si de mon côté il est muet, oui. Mais qu'il y ait ce dialogue. Ils ne sont pas filmés par un œil morne, stérile. Ils sont filmés par un œil qui ressent une émotion. Oui. Et eux, ils le savent. Et c'est ce dialogue entre ce regard où il y a de l'émotion, ce regard où il y a une résonance par rapport à la personne, par rapport à l'expression de cette personne, par rapport à ce qui arrive à cette personne, par rapport au destin de cette personne, qui fait que cette image-là qui est filmée à ce moment-là, elle est porteuse, elle est chargée de tout cela. Elle transporte en elle toutes les... Bien sûr, dans l'image, ça peut être à la limite réduite à une courbe mathématique. Mais si c'est réduit qu'à ça, ce n'est pas intéressant, oui, entre les ombres et les lumières. Mais ce qui est intéressant, c'est les ombres et les lumières, mais en même temps, ça transporte une émotion. Et c'est là où l'image devient pertinente. Et un des chemins que j'ai pris qui me permet cela, c'est que ça soit, que toute image que je filme soit un dialogue entre un regard qui est présent, qui ressent quelque chose et qui renvoie quelque chose pour que cette image qui est captée à ce moment-là puisse être en elle-même chargée d'émotions et chargée de sens et que ça s'imbriquer dans le chemin de la connaissance à transmettre. Ben, je pense qu'il n'y aurait pas meilleure conclusion que celle-ci. Merci beaucoup. Merci à vous. Infiniment.